Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi à bout de souffle? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros. Ensuite parce qu'à la fin de l'émission nous espérons bien que vous serez à court de souffle par tout ce que vous aurez entendu et appris. Et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr. Deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connue, revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs, des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous. Pour cet épisode avec moi, il fait partie de ceux qui réinventent le métier de journaliste quotidiennement. De par leur prise de position et leur capacité à parler de tous les sujets sans tabou, il permet à la parole de circuler librement et de faire des citoyens des haut-parleurs ambulants. Énergie perceptible de par sa démarche, sourire communicatif, humour léger et décontractant. Certains le prénomment Aboubacar, d'autres Booba. Pour les plus intimes, c'est Black 10, Aboubacar Sakanoko. Et mon invité, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, on est là. Hein. Sacrée présentation. On essaye. On travaille toujours les présentations. Comme ça, même si je me loupe sur le reste, au moins l'intro, j'ai réussi. La meilleure présentation qu'on a pu faire, c'est celle-là. Bah, merci, alors ça me fait plaisir. Très content de te recevoir ici. Tu connais déjà un peu les locaux. Tu as la chance de déjà venir ici avec Barberich, notamment, et Aminata avec SoParks. Pour mon émission, en intro, j'ai ce qu'on appelle le jingle, fiche d'identité. En gros, c'est une fiche d'identité. Je vais te poser quelques questions et tu me réponds. Ça va pour toi? Ça va pour moi. Ta fiche d'identité, c'est la numéro 141 069 06. Okay. Nom, prénom ou pseudo? Nom, prénom ou pseudo? Ouais. Black 10. Date de naissance? 18-06 80 à Étampes. Lieu de naissance Étampes. Et ça. Du coup. Profession? Référent insertion. Passion, hobby? Jadis le dessin. Ouais, j'ai fait ça m'a surpris. J'ai vu ton visage, ça t'a surpris. J'ai pas mal de bandes dessinées. Et ensuite, le rap, l'écriture. Et aujourd'hui, je rappe toujours, mais sur des émissions d'1h30. Talent caché? Écoutez. Lieu de résidence? Massy. Réseaux sociaux? Booba Black 10 Street Reporter. Sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. Ok. Tu le disais, tu es né à Étampes. C'est ça. Comment elle se passe ton enfance? Raconte-nous un peu. Tu as des frères et sœurs? Tu grandis dans quelles conditions? Comment ça se passe? Là, tu poses une grande question. Hein. Il y a 44 ans de vie à raconter. Là. On va commencer par les 10 premières années déjà. Voilà, exactement. Donc, né à Étampes. Mes parents, à un moment donné, mon oncle Bokar Kamara... cherchant, mon oncle Bokar Kamara, il vivait avec sa femme et il vivait avec son frère et la femme de son frère. À un moment donné, ils ont trouvé un appartement. Donc, cet oncle-là a contacté un autre oncle parce que, à l'époque, en tout cas, pour beaucoup d'Africains, vivre en communauté, c'était quelque chose de très important. Et du coup, il est passé par un de mes autres oncles qui lui a dit, on a la recherche de quelqu'un avec qui vivre. Tu vois. Et du coup, mon père et ma mère qui étaient en France et qui avaient des difficultés au niveau du logement sont partis habiter à Étampes. Et il se trouve même que mon oncle Bokar Kamara, avec sa femme, avait du mal à faire un enfant. Tu vois. Et du coup, ils ont réussi à faire un enfant. Moi-même, je suis né avec mon cousin Amadou. Et du coup, j'ai vécu 1 an à Étampes. Et puis, on a dû partir à Grigny parce que mes parents ont trouvé un appartement à Grigny. D'ailleurs, mon oncle et ma tante, à l'époque, on m'a dit, ils ont pleuré, ils ne voulaient pas qu'ils partent. Et du coup, j'ai vécu à Grigny 33 ans. C'est ça, 33 ans. Et enfance, à Grigny, c'était vraiment, comme dirait Émile Ayo, c'était la cité des enfants. Et franchement, pour de vrai, c'était la cité des enfants, même si j'ai beaucoup de choses à redire sur la manière dont ils ont construit les quartiers et le concept qui va avec. Mais très belle enfance, très joyeuse, même si on était dans une précarité, des fois même grande, mais nos parents nous le faisaient pas ressentir. Tu vois. Donc moi, je me souviens de pique-niques. Les quartiers, c'était très convivial avant, tu vois, même si ça l'est toujours, mais c'est différent. Tu vois. Pique-niques, dans des champs, parce qu'avant, il y avait beaucoup de champs, tu vois, avant que les choses s'urbanisent de cette manière-là. Je me souviens de jeux qu'on menait dehors, où sont les cerfs, la gamelle. Et je me souviens qu'on avait des cousins qui venaient à Grigny pendant les vacances et qui étaient en mode... et pour eux, c'était la fête tout le temps, tu vois, parce qu'on
On a inventé des jeux, on créait des jeux. Donc, très belle enfance, tu vois. T'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai... voilà. Les Africains, des fois, on oublie le nombre de frères et sœurs qu'on a. En tout cas, j'ai 3 frères et 4 sœurs. 3 frères et 4 sœurs. Mm. Comment était ta relation avec eux? Étant donné que je suis l'aîné, donc je faisais... C'est toi le plus grand en plus. Ouais, c'est moi le plus grand. Donc j'ai fait le mec, hein. Tu vois, j'ai fait l'aîné. Parce que dans nos familles africaines, le rôle de chacun est très important, tu vois. Et surtout le rôle de l'aîné. Donc du coup, on te fait comprendre que tu es l'aîné et qu'il faut que tu... Quand tu assumes tes responsabilités. Donc voilà, moi j'ai fait toujours j'ai toujours fait en sorte d'être là pour mes frères et sœurs, même si je reste le grand frère qui à un moment donné n'est pas forcément là, mais mon ombre plane. Tu vois. Pourquoi pas forcément là? Des choses à faire, même si je devrais plus passer de temps avec eux et avec les miens, tu vois. On s'est lancé dans des projets ambitieux depuis qu'on a 17 ans, tu vois. Donc on s'est lancé dans le rap, dans les associations, Après, par la suite, lorsque je me suis mis à travailler, travailler dans le social, dans la médiation, l'animation, puis aujourd'hui l'insertion sociale. Et du coup, tout ceci prend beaucoup de temps. Et ta relation avec tes parents? On sait que chez les Africains, on est très pudique ouais, c'est ça. Sur ça. Comment elle se manifestait, votre relation Ma mère, très douce, hein, la femme la plus douce du monde, je pense, tu vois. C'est ce que beaucoup diront ça de leur mère, tu vois. Mon père a été dur à l'époque, aujourd'hui, ça y est. Ça y est, maintenant, c'est un ancien, donc ça y est. Il s'est adouci. Il s'est adouci, tu vois. Donc, je vois, je discute avec lui, j'ai des débats avec lui, pas forcément avant, tu vois, parce que les relations étaient un peu plus tendues, mais depuis 10-15 ans, ça y est, là, ça s'est détendu, tu vois. Et à l'école, comment ça se passe? T'es quel genre d'élève? Oh là, tu poses des vraies questions, on là. commence par l'élémentaire. Il y a beaucoup qui m'expliquaient qu'en élémentaire, à l'époque, il y avait un peu ce racisme qui était un peu sous-jacent de la part des camarades, de la part des professeurs aussi. C'était plus dur de dire que quelqu'un était raciste à l'époque, en tout cas. Est-ce que toi, tu as ressenti ça, ou est-ce que le fait d'avoir grandi à Grigny, vous étiez un peu plus dans la mixité, donc c'était moins flagrant? Là, tu soulèves une vraie question, car heureusement que tu en parles, car je n'allais pas forcément en parler. Mais heureusement que tu en parles, tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant avec nous, parce que moi, je suis né en 1980, tu vois. Donc, du coup, on peut le voir au fil de... Plus nos photos de classe, plus on avance au niveau de nos photos de classe, moins il y a de blancs. Tu vois, parce qu'il se trouve que dans les années 80, il y avait très peu de familles africaines, en tout cas à Grigny, et même très peu de familles antillaises, et beaucoup plus de blancs. Et très peu de familles maghrébines aussi, tu vois. Et du coup, lorsque j'ai appris avec le temps que crise économique en 73, choc pétrolier, les quartiers, le pourquoi du comment, la construction des quartiers, et aussi le pourquoi du comment des départs des familles... en tout cas classe moyenne ou classe aisée des quartiers qui étaient, dont ces familles étaient majoritairement blanches en vérité, tu vois, même si elles étaient prolétaires, pour certaines, c'est dû aussi au fait qu'à un moment donné, il y a eu un accès à la propriété, tu vois. Et du coup, ça, je l'ai compris avec le temps, hein. Quand tu le vis, tu le captes pas, tu vois. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, on est très peu de gens issus des minorités. Quand on arrive au collège, dans les années 90, là, on se rend compte qu'on a qu'entre noirs et maghrébins, tu vois, et qu'il y a une autre dynamique et que la société a changé. Et du coup, je suis parti dans plein de choses et je me souviens même plus de ta question d'origine. C'était quel genre d'élève t'étais? Mais c'est très intéressant ce que tu nous expliques. J'étais un élève, je sais pas si j'étais un élève moyen ou je pense que j'étais moyennement bon, tu vois, et j'ai toujours été intéressé, en tout cas, par le français. Tu vois. Le français, c'était ta matière... En fait, même en CE2, je me souviens, en CE2, qu'on faisait le samedi, on faisait des rédactions en CE2. Et je me souviens avoir raconté une histoire, mais une vraie histoire, tu vois, d'un accident de voiture qu'on a vu avec mes frères et sœurs dans les années 80, sur le périph'. Un accident... c'est la première fois que je le raconte, ça. C'est totalement fou ce que je fais là. Mais quoi qu'il en soit, c'était un accident qu'on a eu, un poids lourd qui nous rentrait dedans. On était avec une 104. Et du coup... la voiture a fait des tonneaux, mais moi, ça m'a fait... Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette image des chevaliers du Zodiac. Je me souviens du camion qui nous tamponnait. Et après, je me souviens trou noir. Et tu vois, dans les chevaliers du Zodiac, Pégase, il a les météores de Pégase. Je sens plein de coups.
En fait, je me rends compte qu'après tout ça, j'ai traversé le pare-brise et je me suis retrouvé par terre, en tout cas sur la route comme ça, là, couché sur la route. Et je me souviens que quand je me suis réveillé, j'ai vu la voiture, la 104, plus de roue, tout. Et, enfin, si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'en vérité vrai, on me l'a raconté, on m'a dit comment ça s'était passé, tu vois. Moi, j'ai traversé le pare-brise, en fait, on a tous failli mourir, tu vois. Et du coup, ça, je l'ai écrit en CE2. Comment dire, le samedi, ben, notre maîtresse Véronique, je me souviens, elle s'appelait Véronique. Véran. Véron, elle nous avait dit, vas-y, écrivez une histoire. Quand elle a lu ça, elle a dit, mais elle était un peu choquée. Elle a dit, mais je lui ai dit, mais c'est une histoire vraie. Tu vois, et j'étais en CE2, tu vois, et je l'ai écrit. Et en fait, voilà, tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'ai un problème avec l'écriture. Tu vois, je suis addict à l'écriture. Et cet accident, pour revenir un peu dessus, tu dirais que c'est le premier événement marquant de ta vie. Est-ce que c'est quelque chose dont, en dehors du moment où tu l'as écrit sur une feuille de papier, est-ce que c'est une chose dont tu as reparlé avec tes parents, tes frères et sœurs, ou est-ce que c'était quelque chose dont vous parliez pas? En réalité, pas tant que ça. On en a parlé il y a longtemps, il me semble, mais on dirait qu'on en parle peu. En réalité, je m'en rends compte, là, tu vois, en discutant avec toi, que on parle très peu de cet accident, tu vois. Moins on en parle, mieux on se porte. J'ai tendance à dire aujourd'hui que vaut mieux en parler. Voilà, plus on parle aujourd'hui, mieux on se porte en vérité, tu vois. Même si on est issu de cultures où il y a beaucoup de pudeur, en réalité, il y a des choses qu'il faut extérioriser. Et est-ce que tu dirais pas du coup, pardon, qu'on va faire de la psychologie de bas étage, hein. Discutons. Est-ce que tu dirais pas que l'écriture, ça a été un peu une thérapie pour toi? Est-ce que ta thérapie, elle commence pas en CE2 quand tu commences à écrire cette histoire-là? Et là, tu es en train de, comment dire, de me faire prendre conscience de... Oui, je pense que c'est ça. Honnêtement, ouais. C'est peut-être pour ça que tu kiffes l'écriture et que ça t'a fait du bien. Je pense que le fait de l'avoir écrit, en plus j'étais en CE2, je devais avoir... CE2, t'as quel âge? T'as 8 ans, je crois. Ou... Ouais, 8-9. Ouais, 8-9. Même, ouais, 8, plus 8. Ouais, tu vois, et si je me souviens de ça et de l'avoir, en plus de l'avoir écrit en CE2, c'est que vraiment ça m'a marqué. Et je me souviens que ça m'avait fait du bien de l'extérioriser. Voilà, de l'extérioriser, tu vois. On arrive au collège. Au collège, on sait qu'en troisième, il y a ce choix, bac pro, bac général, bac technologie. Qu'est-ce qu'on veut faire plus tard? Quel choix, toi, tu fais pour la suite et comment il s'opère ce choix? En vérité vraie, nous, on a été dans un collège, ça s'appelle le collège Jean Villard. Et voilà, ma première année de collège, j'étais très dissipé. Du coup, j'ai dû redoubler. Ensuite, je me suis mis à super bien travailler jusqu'en quatrième. Le problème, c'est qu'en quatrième, j'ai eu un accident de vélo avec plein d'amis à moi. On aimait bien se promener en vélo. Et, voilà, et je me souviens que mon gars Olivier, qu'on appelle Coco, on était sur le même vélo, lui et moi, et on aimait bien descendre des pentes sans frein. C'était totalement un concept à ne jamais reproduire. Tu vois, et du coup, voilà, on a eu un accident de vélo qui a fait que j'ai eu un problème de hanche. Et du coup, je me suis retrouvé dans un centre de rééducation pour... j'avais le col du fémur qui était déplacé, tu vois. Du coup, au bout d'un moment, ça me faisait beaucoup trop mal, donc je me suis fait opérer en 95, il me semble. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai un peu décroché. Enfin, j'allais à l'école là-bas, tu vois, mais j'ai un peu décroché, tu vois. Quand je dis décroché, c'est dans le sens où cette dynamique dans laquelle j'étais de toujours faire mes devoirs, de travailler, de tout ça. Du coup, tu te retrouves en quatrième, après tu te retrouves en troisième, et... t'as cumulé des lacunes, tu vois. En tout cas, je dirais même il y a une baisse de motivation qui est arrivée. Donc, t'arrives, t'as le choix, mais vu que t'as pas les notes qui vont avec, tu te dis que tu vas aller en professionnel, tu vois. Et t'entends parler de la vente, tu dis, la vente, ça va, c'est stylé. Tu vois, on va vendre on va à la Foot Locker, on va vendre des baskets, on va faire des mecs. Et tu te rends compte que c'est pas forcément le meilleur des choix, tu vois. Et du coup, ouais, on est arrivé là, aller en professionnel. Et il se trouve qu'à un moment donné, lorsque j'ai eu mon BEP, à un moment donné, il y avait moyen de passer à la case générale. Donc j'ai fait une première adaptation et c'était un bac STT commerce. Du coup, j'ai essayé, malgré la baisse de motivation et surtout la perte de dynamique, tu vois, de ce truc-là, là, de travailler à l'école. Et bon, je suis allé jusqu'au bac. Tu l'as eu? Je ne l'ai pas eu.
Quand on a fait cette émission, quand on a imaginé cette émission, c'était pour passer aussi des messages aux jeunes. En soi, ne pas avoir le bac, c'est pas une fatalité. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme un échec ou est-ce que tu t'es dit c'est juste une étape de la vie et tant pis, on avance quand même? Je l'ai vécu comme un échec en vérité. Parce que surtout, on est de l'époque où c'était important d'avoir le bac. Pour nos parents, tu vois. Il fallait, tu vois. En plus, avec le bac à l'époque, le bac, il avait. J'ai l'impression que le bac aujourd'hui, il a moins de valeur que le bac jadis, tu vois. En tout cas, dans les yeux de nos parents, même la société valorise moins le fait d'avoir le bac, même si en vérité, elle le valent. Enfin, c'est paradoxal ce que je dis, parce qu'en vérité, vrai, le bac a tout de même une valeur, mais voilà. Il est peut-être plus facile à obtenir aujourd'hui qu'à l'époque. Exactement. Donc, on a moins tendance à en faire trop autour. C'est ça. Bon, moi, j'invite les gens à avoir des diplômes. J'ai des enfants, je leur dis. Et heureusement qu'elles aiment l'école, donc c'est très bien. J'invite les gens à cumuler. Maintenant, bien sûr, celui ou celle qui ne... Si le système scolaire ne te convient pas, il y a d'autres alternatives. Mais je pense que dans la vie, il faut... Telles que les formations, tu vois. Et dans la vie, il faut pas... Comment dire? Faut pas être comme un chat errant. Il faut jamais cesser d'apprendre. On a un cerveau et notre cerveau, c'est un muscle qu'il faut faire travailler, qu'il faut entraîner. Et du coup, le fait d'apprendre, le fait de lire, le fait de se documenter, d'aller tout simplement à l'école ou passer des formations, je pense que c'est toute la vie, ça. C'est super important. Du coup, après le fait que tu n'aies pas ce bac, qu'est-ce que tu fais derrière? Qu'est-ce que je fais derrière? Entre-temps, j'étais déjà rentré dans le monde associatif. Okay. C'est-à-dire en 97-98, je me suis mis à rapper aussi, donc former des collectifs de rap, dont un collectif s'appelait Du 109.1, former l'association qui va avec, organiser des concerts, créer une association, mais plus une association culturelle, où le but était d'apprendre l'histoire africaine et l'histoire des diasporas africaines, qui s'appelait CDR. Comment ça devient ça? C'est super intéressant comme... Pourquoi une asso déjà? Parce que c'est pas tout le monde qui a ce réflexe de créer une asso. Et pourquoi décider de parler de la culture africaine? Il se trouve qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans mon quartier qui s'appelle l'Ellipse. Donc du coup, j'avais mon équipe, mes gars avec qui j'ai grandi. Parce que Grigny, ce qui est intéressant à Grigny, c'est que selon les quartiers, ils t'ont mis des populations de la même origine. Donc moi, j'ai grandi dans le quartier des Antillais. Plus loin, il y avait le quartier des Laotiens. Plus loin, il y avait le quartier des Tunisiens et des Portugais. Et du coup, à un moment donné, moi, j'ai évolué avec des gars avec lesquels, à un moment donné, comme on dit, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, on a commencé à avoir pas mal de discussions. On a rencontré un de nos gars qui s'appelle Raïm, qui est venu nous parler de livres tels que Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop. Les gars, il faut apprendre un peu, de ceux qui ont fait des travaux autour des diasporas africaines. Du coup, ça nous a beaucoup même intéressés. Du coup, même notre rap, il était imprégné de tout ça, tu vois. Et du coup, on a créé l'association CDR, Communauté Découverte Racine, où le but était d'apprendre. Tous les dimanches, on faisait ça chez moi, tu vois. C'est-à-dire, on se réunissait, on se focalisait sur un pays d'Afrique ou de la diaspora. Et le problème, c'est que ça partait vite en freestyle, tu vois, parce que j'avais du thé, des beignets, et ça part en freestyle. On était là pour manger, en fait, tu vois. Mais on apprenait quand même un peu, tu vois. C'était un moment convivial. Voilà, c'est ça, tu vois. Et puis après, à côté, on fréquentait d'autres associations qui, elles, il y avait des journées thématiques sur Malcolm X, sur Kwame Nkrumah, sur pas mal de choses, tu vois. Mais ça nous a beaucoup intéressés, même jusqu'à aujourd'hui, tu vois. C'est des choses... Voilà, on a imprégné un peu de tout ça, tu vois. Est-ce que tu dirais que c'est un moyen qui vous a permis je dirais pas sortir de la rue, parce que je sais pas si tu étais dans la rue, mais qui vous a permis de pas côtoyer, en tout cas, l'illicite... comme ça peut se faire en banlieue ou en quartier, même dans Paris? Certains d'entre nous dans mon équipe, en fait, t'as vu, nous on habite dans le quartier de l'Ellipse. Enfin, en tout cas, voilà, la plupart. Et du coup, l'Ellipse, c'est comme, à la Grande Borne, c'est comme la Suisse. C'est-à-dire, et c'est même un espèce de... Parce qu'il y a ce qu'on appelle le rond, c'est un espèce de big cercle dans lequel nous on joue au foot et tout ça, tu vois. Et en fait, même dans tous les quartiers de Grigny, les gens passaient par l'Ellipse pour aller dans différents autres quartiers. Et puis l'Ellipse était réputé pour... j'en parlais avec mes gars avec qui je m'entraîne à la boxe tous les dimanches, avec lesquels on se connaît depuis la maternelle, tu vois. Enfin, en tout cas, avec mes gars avec qui on se connaît depuis la maternelle. Et on se disait que nous, en fait, nos parents, ils ont toujours été bienveillants, ils ont toujours été derrière nous, tu vois. Du coup,
on a dérivé à des moments donnés, on a flirté un peu avec... mais comme j'aime bien le dire, parce que souvent la réputation de Grigny, c'est que, ah oui, à Grigny, les gens sont méchants, enfin en tout cas en termes de délinquance, tout ça. Comme j'aime bien le dire ironiquement, nous, on est les plus gentils des méchants. C'est déjà ça. Je veux dire, c'est-à-dire que, malheureusement, certains d'entre nous, on a flirté à un moment donné, mais dans l'échelle de la délinquance des quartiers, nous, on était tout en bas. Tu vois, voilà, c'est-à-dire que, et à un moment donné, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment, nos parents, à un moment donné, on s'est vite recentré. On avait des grands aussi qui veillaient sur nous et qui nous, voilà, on allait jouer au basket au gymnase du Labyrinthe, donc on voyait des grands à nous faire des prouesses sportives. On disait, oh. Du coup, à un moment donné, on avait aussi des grands qui écoutaient pas mal de sons, du rap, qui dansaient, tout ça. Donc en fait, on était un peu plus influencés par eux que par les gars qui font des affaires et autres, même si, en vérité vrai, on se côtoyait un peu tous, en fait, tu vois. Mais on avait des parents et un entourage qui était là pour nous cadrer, tu vois. Donc, du coup, mais j'en parlais avec mon gars Peterson, là, il me disait, nos parents, ils étaient derrière nous. Hein. Et heureusement, tu vois, heureusement. Donc, je remercie nos parents, même si, à l'époque, ça nous cassait la tête. Merci. Merci à vous. Et comment il se fait les premiers pas dans le rap? À force d'en écouter, hein, tu vois. J'ai commencé à écouter du rap en 91, là, une cassette qui traînait chez moi de mon oncle Saloum. J'écoute Erin Ben Rakim, je dis, hey. Tu vois. Et avant ça même, il y avait déjà des prémices, tu vois. On avait déjà écouté quelques trucs, mais dont on ne savait pas les identifier, parce que nous, on est de l'époque où Michael Jackson, c'était la Rosta, tu vois. C'était lui la star, c'était lui le... Et du coup, voilà, j'ai commencé par ça, Eric Ben Rakim. Plus tard, je rencontre des gars à Grigny qui sont grave à fond dans le rap, comme Serge, un de mes gars qui, à un moment donné, il est devenu DJ. C'était mon fournisseur de cassettes enregistrées, tu vois. Donc, il venait chez moi. T'as pas écouté ça? Écoute ça. Tu vois. J'avais mon gars, maintenant, j'avais mon bâtiment là, et de l'autre côté, il y avait un autre bâtiment. Et on faisait des concours de qui balance le plus de sons avec son enceinte dehors, tu vois, avec mon gars Crimo qui était en face de moi et qui m'a fait découvrir ou redécouvrir l'album de Chronique de Dr. Dre en 92, tu vois. Donc, nous, on est de cette époque-là où le rap, il changeait, tu vois. C'est-à-dire, on est passé de l'époque d'NWA et de Run DMC, où c'était un autre style de rap, où il criait pas mal quand il rappait, à un style un peu plus flow, un peu plus... les BPM un peu plus, moins accélérés, tu vois. Donc, du coup, on est tombé dedans, et du coup, de 91 à un jour, à 96, 97, ça y est, hein, on commence à parler entre potes et on se dit, vas-y, j'en vois qui rappe. Moi, je rappais pas. Il y en a un qui dit, les gars, mon gars Serge, on était chez lui, il était en mode DJ, il a dit, les gars, j'écris un texte, mais il est caché chez moi. Il m'a dit, fermez les yeux, que personne voit où j'ai caché mon texte. Donc moi, j'ai fait style. J'ai regardé comme ça. Et en fait, son texte, il était caché derrière son poster. Donc du coup, dès qu'il est venu là, il a rappé son texte devant nous. Et ensuite, dès qu'il l'a rangé, j'ai fait un truc pas bien. Je lui ai emprunté son texte, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à rapper son texte chez moi, tu vois. Et du coup, je me suis mis à écrire mes textes moi-même, à rentrer dedans, à être dans le truc. Et on a créé un groupe qui s'appelait Synchro. Après, on a créé le collectif du 109.1 avec des gens issus de plusieurs villes du 91. D'ailleurs, le nom même du 109.1, je l'ai emprunté à quelqu'un qui, à un moment donné... Beaucoup d'emprunts. Voilà, beaucoup d'emprunts, tu vois. Un gars, moi, qui s'appelait Thierry de la Milice, qui un jour me dit, Bouba, j'ai un projet de mixtape, regarde. Ça s'appelle du 109.1. Je regarde le truc, je dis, OK. Et quand on crée notre collectif du 109.1, en vérité, j'emprunte le nom. Lui, il n'avait pas capté que j'ai emprunté son nom, ou je ne sais plus s'il l'a capté ou pas. Il m'a envoyé un message, en plus, il n'y a pas si longtemps, tu vois. Et du coup, voilà, je me suis mis à rapper, on a fait des scènes, des mixtapes. Un jour même, on a fait une mixtape par le biais d'un gars, nous, qui s'appelle Lord Killer, qui a monté une chaîne qui s'appelle Vibes TV aujourd'hui, sur la Lord 298. On a reçu ici par FM. C'est ça, Freebox 298, je vous invite. Et du coup, il avait, lui, chez nous, en fait, c'était le mec qui était le plus avancé, en tout cas, dans le milieu de la musique. Donc, il avait déjà fait des compiles comme Hip Hop Vibes, et donc, il était en lien avec tout le rap français. Donc du coup, je me suis mis à me connecter avec lui. Et un jour, il nous a fait rencontrer un mec qui s'appelle DJ Size de Rouen. Je suis resté en contact avec lui pendant je ne sais pas combien de temps. Jusqu'au jour où il m'a dit, Bouba, je peux te ramener Arsenic, Neg Marron, Pete Bacardi, à Grigny, pour que vous rappiez avec eux. J'ai dit, mais frère, et puis en plus, eux, c'était les rostas de l'époque, tu vois. Donc
vas-y, c'est parti. On s'est pris la tête et vas-y, boum, on a loué les studios et on a fait un son avec eux. Et à notre humble échelle, c'est ce qui a fait que notre groupe notre collectif du 109.1 a commencé à prendre un peu plus d'ampleur dans notre secteur à nous, là, du 91. Tu vois. Bon, après, les choses se sont un peu essoufflées. Je suis parti en solo, j'ai rappelé avec mon gars ODAS. On a fait pas mal de scènes aussi. Puis en 2015, j'ai dit, c'est bon. T'arrêtes. Je m'arrête. C'est bon. J'ai plus la pêche, tu vois. Tu le dis en 2015, t'arrêtes. Mais moi, j'ai fait des petites recherches quand même sur YouTube et je vais demander à Jason qui a la technique, de nous envoyer un petit extrait. Ok. Naturel comme mes coups de pression. Assez jeune, pseudo hardcore. Habitant de la grande banque. Ok. J'ai plus l'âge d'or. Si je parais C'était en quelle année ça 2014-2015, je crois. C'est récent. Hein. Si tu me manques de respect, au quart de En fait, c'est le projet Brock versus Black 10. Comme je t'ai dit, à un moment donné, je suis parti en solo. Et après, j'avais toujours mon acolyte ODAS. Et j'ai sorti un projet qui s'appelle Brock versus Black 10 avec une entité qui s'appelle Brock Records. Les gars sont Okaz et Deepies. Et du coup, le but, c'était de confronter mon rap à leurs instrus. Et aussi par le prisme de la boxe, car on va dire que je suis en mode... je m'entraîne depuis 2002, tu vois, la boxe. Tu vois, c'est un sport, voilà, au même titre qu'écrire, la boxe, c'est super thérapeutique. Alors là tu sors de la boxe, t'es léger, voilà, toute la frustration et même l'agressivité que tu peux avoir dans la vie, tu l'as de manière positive, tu vois. Et du coup, voilà, on a sorti 2 projets, Brock versus Black 10, round 1, Brock versus Black 10 au round 2. Et avant ça, on avait sorti le projet aussi, première approche LEA du collectif du 109.1, c'était en 2000. Puis à un moment donné, voilà, 2015, j'étais dans une dynamique où, vas-y, on clip, on fait ci, on fait ça, mais bon, tu connais... La vie, les déceptions amoureuses, tout, frère, t'as plus de pêche, tu vois. C'est ça qui t'a fait. C'est ça, mon frère, t'as plus de force, mon frère. Il dit, c'est bon, j'ai plus de force, c'est bon, je suis fatigué, frère, tu vois. Et du coup, voilà, moi qui, à un moment donné, pendant 15 ans, 15-20 ans, j'ai toujours été super actif, hyper actif en vérité, tu vois. Du coup, quand j'arrive, voilà, entre-temps, j'ai formé pas mal, j'ai formé ou participé à diverses associations. Il y a eu le CDR, il y a eu du 109.1, il y a eu P3, avec mon gars Patrick, ministre, empereur, Fred, avec lesquels on a fait des chantiers solidarité, tu vois, c'est-à-dire au Sénégal, emmener des jeunes qui contribuent à la construction de locaux là-bas au Sénégal. On a fait des concerts, plein, tu vois. Après, je suis rentré dans l'association Blockouts Music avec Tonton, qui est venu me chercher, m'a dit Bouba, vas-y, viens, on fait les choses. Donc, du coup, on a cumulé des open mic avec toute la sauce Blockout. Après, entre-temps, avant ça, il y a eu l'association Cohésion Prod, avec laquelle on a monté un site internet. Donc, après, voilà, je suis rentré dans l'événementiel. Et voilà, jusqu'en 2015, voilà, j'étais dans tout ça, tu vois. Et à un moment donné, je m'arrête de rapper. Je me dis, bon, c'est bon, là, c'est bon. Et du coup... je me retrouve un peu à rien faire, entre guillemets, toi. Travailler, mais pas avoir une activité à côté qui fait que... Et du coup, Tonton me propose d'intégrer un média qui avait été monté lorsque moi, j'étais pas là. Parce que, voilà, j'étais de 2013 à 2015. Moi, j'étais plus à Grigny, tu vois, j'avais déménagé. Et lorsque je reviens, entre-temps, ils avaient formé le média Blockout Radio. Alors, une des branches de Blockout Music, parce que Blockout Music, il faut savoir que c'est une association... qui organise des événements, dont un festival qui s'appelle Mon Festival depuis 2009-2010, tu vois. Et c'est comme ça que tu rentres dans le journalisme. Et en fait, voilà, c'est Tonton qui me force. Il me dit, Bouba, vu qu'en plus, du fait qu'on organisait des concerts, des open mic, tout ça, avec mon gars Kizo, qui avait en 2012-2013 réalisé avec Planète Plus un documentaire qui s'appelle Gang Story. C'est l'histoire des gangs de 45 à nos jours, en 2 parties, les années rock et les années rap. Et à côté, il y a même un livre, un album photo des différents membres de bandes de l'époque, tu vois, qui ont combattu les skins et pas mal d'autres choses. En fait, voilà, moi en 2012 avec Kizo, je l'accompagne pour faire une tournée de la promo de Gang Story. Et du coup, c'est là que j'expérimente le fait d'animer des débats en public.
Donc du coup, on en anime ici et là. Et en fait, à un moment donné, bon, ce que je reviens et que je rappe plus, il y a 2-3 ans qui se sont écoulés. Lorsque je reviens et que je rappe plus, tonton me dit, mais t'as vu, t'as déjà une expérience d'animer des débats. Fais une émission de débat. Je lui dis, non, tonton, moi je suis pas là-dedans. Moi, je vais montrer ma tête comme ça, venir faire des émissions, mais attends, tonton, toi aussi. Et maintenant, à un moment donné, j'ai une idée. L'idée, c'est que je me dis, tu sais, pendant ce moment de latence, tu vois, où j'ai arrêté de rapper, tout ça, je me dis, mais ça fait longtemps qu'on me dit, Booba, il faut que quelqu'un s'investisse politiquement et qu'on investisse les sphères politiques. Tout. Je réfléchis, je me dis, vas-y. Je crois que je vais monter un parti. Tout. Et lorsque je dis à tonton me dit, ah ouais, il me dit, ouais, voilà, enfin, voilà, tu nous aides. Je dis, bah ouais, je vais le faire. Mais en réfléchissant la nuit, comme ça, là, j'ai dit, mais il faut que je trouve le moyen de promouvoir ce parti. Et en fait, je me suis dit, bah, tonton m'a proposé d'intégrer le média, bah, je vais le faire à travers le média. Donc, du coup, je réfléchis à un nom d'émission, tout ça. Alors, là, je me casse la tête. Et un jour, pendant la nuit, comme ça, je dors et je me dis, disons-nous les choses. Voilà, c'est ça. C'est parti. Et en fait, lorsque je fais la première émission Disons les choses, je mets en avant des femmes engagées associativement. Au fil du temps, j'en fais quelques-unes. J'oublie que je voulais monter un parti politique, en fait. T'as pris goût au travail de journaliste. Ouais, j'ai pris goût à faire des investigations sur des associations, sur le fait de les mettre en avant avec le peu d'audience qu'on avait et qu'on a toujours en réalité, tu vois. Parce que c'est ce que tu dis dans une interview, c'est que tu trouvais, au moment où tu crées ton média, tu trouves qu'il n'y a pas assez de gens qui mettent en avant la sphère associative. Ouais, c'est ça. Et vu que j'en suis issu, je me suis dit, vas-y, on va traiter de ce qu'on connaît, le monde associatif, et mettre en avant toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre, mais les médias, en tout cas, ils s'y intéressent pas. Ils disent, c'est pas possible, on est parti. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, on a cumulé, et jusqu'à un moment donné, la récré qui arrive en cours de route, ma rencontre avec Barberiche qui avait déjà eu lieu quelques années avant, lorsque j'avais quitté Grigny, tu vois. Justement, comment elle se passe cette rencontre? C'est quelque chose que j'ai écrit sur ma fiche. Comment elle se passe cette rencontre avec Barberiche et qu'est-ce que vous apprenez l'un de l'autre? En fait, lui et moi, on se rencontre dans un autre cadre. C'est pas du tout dans le cadre du média. Moi, en fait, lorsque je me suis investi dans le média, c'est là que j'ai su que Barberiche était dans le monde des médias. Parce que mes gars à Grigny m'ont dit, il y a un gars là-bas, là, à Villepinte, là, mes gars de Néo Musique, Grice et Max Payne, ils me disent, on échange par message avec un gars là, à Villepinte, là. Il s'appelle Barberiche, il est dans le monde des médias. Il monte sa tête, il dit, mais les gars, lui c'est mon gars. On se connaît parce que lorsque j'étais à Villepinte et que j'ai quitté Grigny, moi j'étais avec lui à des moments donnés, tu vois. Parce qu'on était investis sur le plan politique à Villepinte, à faire des actions associatives et pas mal d'autres choses, tu vois. Et du coup, en fait, moi, je le rencontre lorsque la femme avec qui j'étais, elle me dit, vas-y, Booba, vas-y, viens, on va voir le concert des X-Men, je sais plus, des Deux Balles, de Arsenic à Lille. Et je crois il me semble que ça ressemblait aux prémices de l'initiative qui a été faite après par Valou et Michel, le concert avec tous les anciens. Oh là là, j'ai des trous de mémoire de malade. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est là que je le rencontre. Du coup, lui et moi, on se lie d'amitié. Le temps qu'on passe à Villepinte, à faire nos actions et autres. Moi, quand je quitte Villepinte, je reviens à Grigny, et c'est là que mes gars me parlent de lui. Mais en fait, pendant que moi, je le côtoyais à Villepinte, il était déjà dans le monde des médias. Mais moi, je ne le savais pas, en fait. Parce que c'était pas nos discussions, et moi, je n'étais pas dedans, en fait. Je rappais, mais je n'étais pas dans le monde des médias, tu vois. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit, les gars, on va tous se réunir autour d'une émission, à travers laquelle, vas-y, on va partager le micro. Une émission qui n'est jamais sortie, parce qu'il y avait des problèmes de son. Tu vois. Et du coup, voilà, et de fil en aiguille, avec Néo Musique, disons-nous les choses, on accueille de plus en plus d'invités. Puis, on avait l'habitude de faire ce qu'on appelle des afters, c'est-à-dire avec notre téléphone portable, faire des lives Facebook où on débat sur différents thèmes, jusqu'au jour où on a fait un after sur les médias rap, avec Fif de Bouscapé, Juliette Fievé, Lord Killer, Bob de Génération, Barberiche, je dois en oublier encore, tu vois. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, bon, on va former, Barberiche, il trouve le nom, tu vois, on discute entre nous comme ça, là. On discute, et à un moment donné, on se dit, les gars, venez, on fait quelque chose. Tu vois, il y a une vidéo de ça, en plus. On est en train d'en parler, on dit, on fait quelque chose, et on dit, venez, on fait une émission tous ensemble, tu vois, la réunion des médias. Chose qui se faisait pas forcément du tout, même, à l'époque. Et Barberiche trouve le nom, La Récré. Et du coup, on a fait 2 pilotes dans les studios de ma chaîne étudiante, à l'époque. Et ensuite, après, on n'avait pas forcément assez de financement ou de
pour pouvoir continuer. Mais avec Barberiche, on n'a pas lâché l'affaire et jusqu'à ce qu'on trouve des partenaires pour nous financer. Et, du coup, on a fait 2 pilotes en 2017. Il y a un moment de traversée du désert. 2019, on a trouvé des partenaires. Ensuite, on s'est séparés d'eux, mais quoi qu'il en soit, on a toujours continué. Et maintenant, de 2019 à 2024, voilà, la récré est là. Et ça représente quoi pour toi le journalisme, les journalistes avant d'être dans le milieu et une fois que tu es dans le milieu, quelle est ta perception des choses? Je t'ai dit à la base, moi je voulais pas du tout être dans tout ça. Tu vois, tonton, j'aime bien dire tonton m'a forcé. Tu vois, il est là, et vas-y, hein. Je dis tonton, non, c'est bon, je veux pas. Je ne veux pas. Je me vois pas venir faire des émissions, parler, discuter. Je dis, moi je rappe, moi. Donc, tu vois, en tout cas à l'époque, j'avais une vision des journalistes où je me disais, je me voyais pas du tout là-dedans et je ne voyais pas le lien avec moi. Tu vois, je me disais, je vois pas du tout le lien. Tu sais, moi je rappe et j'écris des textes et il y a une certaine revendication dans mes écrits. Et pourquoi je vais faire du journalisme? Pourquoi? Et du coup, aujourd'hui, je me rends compte que réellement, tonton avait raison. Parce qu'en vérité vraie, toi, comme on le sait si bien, le média, c'est le 4e pouvoir, tout ça. Et à un moment donné, ils ont créé Internet avec des opportunités qui vont avec. Et comme on se disait en off tout à l'heure, avant, pour faire des émissions en télé, il fallait avoir un bon 100 000 balles pour pouvoir produire des émissions. Aujourd'hui, comme tu me l'as dit toi-même tout à l'heure, t'achètes, je te disais 3 000 € arrêté avec moins que ça. 2 micros, une caméra, un iPhone. Tu deviens un média. Tu vois. Et aujourd'hui, avec ton téléphone, tu deviens un média. Et en vérité vraie... C'est une bonne chose, ça, ou pas, justement, que tout le monde puisse devenir un média? C'est une bonne chose, dans le sens où, lorsque c'est bien fait, lorsque c'est bien réalisé, lorsqu'il y a du propos, c'est une bonne chose, tu vois. Là où ça devient une mauvaise chose, c'est lorsque... en tout cas, une moins bonne chose, c'est lorsque on diffuse de la fausse information ou de l'information qui sert à rien, tu vois. Et après, je comprends qu'il y a aussi des vidéos où il y a des gens qui sont dans l'ultra-divertissement, tu vois. Mais moi, je me dis qu'on peut faire du divertissement éducatif aussi. Et c'est ce que tu fais avec, disons-nous, les choses. Tu disais le principe de l'émission, c'était les personnes engagées associativement au début. Est-ce qu'au fil des années, ça a évolué, cette vision-là? En fait, avec, disons les choses, ce que j'essaie de faire, c'est toujours de surprendre. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'on n'ait pas forcément les limites. La ligne éditoriale, elle est simple, c'est mettre en avant le peuple. C'est-à-dire, à un moment donné, toute personne issue du peuple vient t'asseoir tant que tu as du propos et tant que tu as de la répartie aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde de venir débattre dans des émissions, tu vois. C'est compliqué. Et du coup, tu as vu, et ouvrir le champ en termes de profil, tu vois. C'est-à-dire, cet été, il y avait toute une session, il y avait une trilogie, le thème avec Rudy Terranova, avec Mathéos, Da Silva, où le thème c'était, avec d'autres encore, tu vois, le thème c'était raconter sa vie de bandit, est-ce glorifier le banditisme? On s'y attend pas à ce que à un moment donné, on va venir avec ce genre de thématique, avec ces gens-là. En tout cas, avec les gars qui étaient là, ces frères-là. Là, par exemple, ce soir sort une émission avec Olivier Besancenot, Almami Kanouté, Adel Mara, Carlos Bilongo. Le thème, c'est faire de la politique... attendez, j'ai des trous de mémoire. Carlos Bilongo, qu'on le rappelle, est député de la France Insoumise. C'est ça, exactement. Et Olivier Besancenot qui... anciennement le NPA, me semble-t-il, tu vois. Ça, et Almami Kanouté, engagé associativement. Exactement, et Adel Mara, engagé politiquement à Villiers-sur-Marne. Et peut-on rentrer en politique sans devenir un vendu tôt ou tard? Et du coup, en plus, les questions, elles sont sèches, elles sont fortes. Ouais, c'est sèche. En fait, moi, je me suis dit qu'à un moment donné, essayer d'avoir une alliance d'un langage familier, d'un langage soutenu et d'un langage familier soutenu et le troisième langage familier soutenu et courant, familier soutenu et courant, voilà, c'est ça. Avoir une alliance de ces langages-là, même dans l'énoncé des thèmes, et aborder les thèmes avec avec simplicité, mais aussi avec complexité, c'est-à-dire et avec nuance, surtout, tu vois. Ça permet vraiment de toucher tout le monde. Voilà, et le faire le plus naturellement possible. Et que vraiment nos émissions soient des discussions auxquelles, voilà, comme notre émission qu'on est en train de faire là,
se dire que, enfin, ce que je veux, c'est que lorsque des personnes regardent nos émissions, se disent, j'aurais aimé intervenir. Tu vois, J'aurais aimé parler. j'aime bien parler parce qu'à un moment donné, ça me touche, ça me parle et le langage est accessible. À un moment donné, il est un peu plus savant. À un moment donné, il est un peu moins, mais plus accessible. Et surtout de la répartie et que des gens, voilà, que venez vous exprimer avec votre personnalité, tu vois. Et surtout quand des gens de la personnalité, c'est ça qui est et du propos, c'est ça qui est le plus intéressant. Et justement, est-ce que vous permettez à des gens, par exemple, de faire une émission sans personne connue ou quoi, mais juste des gens de la vie lambda qui viennent intervenir? Est-ce qu'il y a un appel à candidature ou quoi? Ou comment ça se passe en tout cas Bah, en fait, là, je viens de te citer des noms de gens, entre guillemets, connus, mais en réalité, la plupart des émissions, les gens ne sont pas C'est forcément des gens, connus. Tu vois, lambda. c'est-à-dire, moi, je fais une alliance de gens dits connus et pas connus, des gens pas forcément connus, parce que le but, à un moment donné, c'est de, comme je t'ai dit, c'est de mettre en avant la parole du peuple. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, après, certes, il y a des espèces de grosses émissions dont celle dont je viens de te parler, qui va sortir ce soir à 18h30. Mais il y a un tas d'émissions où la plupart, même en vérité vraie, c'est des gens du peuple qui ne sont pas forcément connus médiatiquement et autres. Tu vois. L'important, vraiment, c'est le propos. Tu fais du journalisme sans avoir fait d'école de journalisme. Est-ce que ça t'est arrivé parfois qu'on remette en cause ta légitimité? Non, mais en réalité, nous, on a le syndrome de l'imposteur. Hein. Donc, c'est nous-mêmes qui remettons en cause notre Votre propre légitimité. Tu vois, parce qu'on se dit, on n'a pas fait d'études de journalisme et là, on est en train de blaguer les gens, tu vois. C'est ce qu'on se dit, quoi. Mais... Tu vois. Mais en vérité vraie, comme dirait mon gars Barberiche, en réalité, il faut assumer. On fait des investigations, même si mon labo reste mon salon. Et je suis dans mon salon, je cogite, tac, tac, tu vois, j'écris. Chacun d'entre nous, en tout cas, par le biais de ce mouvement sans langue de bois, là, c'est un mouvement, enfin, une espèce de mouvement informel qu'on a mis en place avec différents médias, Grace TV, Calcium TV, Camos Productions, le CSA, Raposphère, Starting Block, et je dois en oublier encore. En tout cas, avec Golgo, avec pas mal d'autres mecs. Le but, à un moment donné, c'est de faire de bonnes émissions. Et pour faire de bonnes émissions, selon moi, il faut les travailler. Tu vois. Et après, je comprends, hein, celui qui a cette aisance d'arriver et d'être en freestyle, grand respect à toi. Moi, je sais qu'il faut que je taffe parce qu'en plus, j'ai des trous de mémoire. Parce que bientôt 44 ans, ça y est, frère. Je me fais vieux, tu vois. Tu les fais pas. Merci, c'est gentil. Pourtant, j'ai des tendinites, mon frère. C'est dur la vie, tu vois. C'est dur la vie. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis de ceux qui... J'essaie d'être le plus pertinent possible, même dans la manière de présenter les émissions, de les animer et d'être le plus naturel possible. Et comme dirait Tonton, parce que Tonton, il a toujours dit, les gars, le but n'est pas de faire comme les autres. Le but n'est pas de faire comme à la télé. Le but est, à un moment donné, d'apporter notre d'apporter notre singularité. Et notre singularité qui... Enfin, comment dire, on l'apporte grâce au fait que on est ce qu'on est, c'est-à-dire on est issu de notre milieu, mais ça ne veut pas dire qu'on est issu de notre milieu et qu'on est fermé à d'autres milieux. Nous, on est ouvert, on discute, on s'imprègne aussi d'autres cultures, d'autres milieux, et le but c'est de toucher le maximum de personnes, tu vois, mais tout en restant nous-mêmes. Et là, tu parles de quelque chose de très intéressant, surtout pour le journalisme. Moi, je me rappelle, pour faire une petite aparté, je me rappelle la première fois que j'étais venu ici au centre, j'avais rencontré un gars qui faisait de la politique, un Renois qui faisait de la politique, et on parlait, tout ça, et je lui dis, ouais, je vais faire du bénévolat au centre en tant que journaliste et tout. Il me dit, tu veux faire quoi plus tard? Je lui dis, ouais, je veux être journaliste. Moi, depuis petit, je veux être journaliste et tout. Et il me dit, ouais, j'étais un ouf, un Renois journaliste. T'as vu ça où? Ils ouvrent la porte à personne. Et je lui dis, ouais, je mets un politique journaliste aussi, ça existe. En politique, Renoir aussi, ça existe pas. Ils ouvrent pas la porte plus que ça. Et il me disait, ouais, mais non, être Renoir, journaliste, c'est quelque chose de presque impossible. Et toi, tu nous le dis, t'es Renoir, journaliste, et en plus, t'as pas fait d'école. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui sont dans la même situation que toi et qui rêvent de faire ce métier-là, mais qui se ferment les portes eux-mêmes, justement, à cause de ce syndrome de l'imposteur? Tout est possible. Franchement, là, on vit dans une époque où il y a tellement d'opportunités. Regarde, tu vois, on a nos téléphones portables. Tu es là, tu peux faire des interviews avec ton téléphone. Si tu as un iPhone, car moi je suis Samsungé, tu vois, mais bon, on va pas faire de la pub à tout ça, parce qu'un jour on va créer nos propres marques. Mais quoi qu'il en soit,
Et même, il y a des téléphones dans lesquels, carrément, il y a des logiciels pour monter tes vidéos. Mais c'est de la folie ce qui se passe. Donc, en vérité, vrai, peu importe du milieu dont on est issu, franchement, tout est possible. Aujourd'hui, tu es là, tu filmes, tu montes, tu peux tout faire de chez toi. En plus, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, ben, il y a moyen tout le monde peut avoir une audience. Et c'est super intéressant. Avant, on pouvait faire des choses. Moi à l'époque où je rappais, YouTube venait d'arriver. Mais avant YouTube, tu laissais tes trucs chez toi et terminus. Tu vois, tu les écoutais. Tu les écoutais à toi et tes amis avec des cassettes et des CD. Aujourd'hui, pour le journalisme, en tout cas, tu achètes un minimum de matériel. Tu peux diffuser ton émission sur des plateformes. Mais c'est magnifique ce qui se passe. Moi, je suis toujours émerveillé par le fait que, par exemple, j'ai mon cousin Freddy qui vit au Japon avec sa femme. Je me dis, mais je peux communiquer avec lui à n'importe quelle heure. Alors qu'avant, il fallait sortir, et cabine téléphonique, carte, et ta carte, 50 unités en 5 minutes, terminus, tu vois. Il fallait même parler avec eux-mêmes, tu vois. Tout est possible. Franchement, il suffit juste d'avoir la bonne idée, le bon concept. Enfin, en tout cas, voilà, la bonne idée, la détermination surtout. Tu vois, il faut vraiment être déterminé pour arriver à ce qu'on veut dans la vie. Et est-ce que toi, tu as des ambitions pour la suite? Est-ce que tu veux que ton média il passe d'un média, des réseaux à la télé? On sait maintenant qu'on peut avoir certaines chaînes de télé. Est-ce que tu vises plus haut, plus grand? Est-ce qu'il y a cette idée aussi, peut-être, vous avez décliné la récré en la récré junior, C'est ça. former des futurs jeunes journalistes? Est-ce que c'est dans votre ambition ou pas encore? Bah si, moi, dès le départ, hein, tu sais, moi, je suis un ambitieux. Hein, j'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais je suis très ambitieux, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que je parle de détermination. D'ailleurs, dédicace à monsieur Moussa Camara de l'organisme Les Déterminés. Qui font un travail énorme. Énorme, de fou malade, tu vois. Et du coup, voilà, déjà, bon, on passe à la télé Enfin, si on passe à la télé, à Vibes TV, tu vois. Les émissions, la récré, disons, les choses sont visibles sur Vibes TV. Maintenant, bien sûr que nous, on envisage, en tout cas, carrément, si on nous en prête vie et si on reste déterminé, que nos émissions prennent de plus en plus d'ampleur et qu'à un moment donné, on arrive même à générer un empire, tu vois. Ça serait le but. Donc, on est dessus, tu vois. On est sur toutes ces opportunités qu'on a pour pouvoir grandir. Tu vois, on est dessus. Franchement, moi, je veux pas en rester là. Je veux continuer à combattre. Et question un peu tabou, on va parler un peu d'argent sans rentrer dans les détails financiers. Est-ce que, en créant son propre média, comme toi tu l'as fait avec Barberiche, etc., est-ce que vous arrivez à générer de l'argent, ou est-ce que ça reste quand même quelque chose de très... on le fait plus par le plaisir, par passion, que par cette envie de générer de l'argent? Moi, j'ai envie de générer de l'argent. Tu sais, comme tu as dit, hein, je suis pas... Voilà, moi, je suis... Il n'y a pas de tabou avec moi, en tout cas, sur plein de thèmes. Bien sûr que pour divertir des gens, il faut être soi-même diverti. Et il faut, le faire avec plaisir. Sinon, ça se voit et ça se sent, tu vois. Et c'est pas possible. On peut pas... Voilà, tout comme ton émission, là, cette superbe émission, et tout comme plein d'autres émissions, ça se voit que tu fais ça avec un certain plaisir, tu vois. Si tu fais pas avec plaisir, c'est mort. Tu peux pas faire ce... Mais bien sûr qu'au-delà du plaisir, je suis en train de me casser la tête pour générer pour mettre en place des modèles économiques. Parce que, à un moment donné, l'investissement personnel, ça va aller. On a des grandes familles à nourrir. T'as vu? Mais est-ce que c'est pas ça le plus compliqué aussi? Comme tu le disais, aujourd'hui, tu prends un téléphone et t'es un média. Ouais. Ça veut dire le nombre de médias s'est multiplié, le nombre de journalistes, apprentis, journalistes, chroniqueurs, communicants s'est multiplié. Donc forcément, la part du gâteau, il y a beaucoup moins à prendre pour chacun, il faut se la partager, il faut se la diviser. C'est comme dans une grande famille, comme tu le disais, tu ramènes un gâteau de 8 parts, il faut le diviser en 16. Ah, c'est ça. Donc quand tu es le 17e qui arrive, il n'y a plus de gâteau pour toi. Est-ce que c'est pas plus compliqué pour vous, et comment vous luttez contre ça justement? Comment dire, c'est compliqué, à la fois ça l'est moins, comme je t'ai dit, comparé à 20 ans, là on est dans un truc où, toi, ce qui est notre force en vérité, c'est d'avoir ce recul sur 20 ans. De se dire qu'il n'y avait rien et que là, il y a tout. En tout cas, entre guillemets, il y a tout en tout cas. Et du coup, moi, c'est ça qui me donne la force. Je me dis, mais il y a possibilité. Et en plus, comme tu as dit, il y a plein d'entités, de programmes qui sont créés depuis. Et nous-mêmes,
quand on est arrivé, il y a d'autres trucs qui se faisaient. Nous, on s'est inspiré de Tonton Marcel, de Bouscapé, de Rapélite, tout ça, là, tous ces médias-là, toi, de base, tu vois. On s'est inspiré, on refait le rap. Je me suis même inspiré des paroles et des actes avec Pujadas. Moi, parce que moi, je regarde. Ouais, tu me le disais une fois. C'est vrai. C'est vrai, je suis un ouf. Je l'ai même pas noté, mais c'est vrai qu'on en parlait une fois en haut. Ouais. Et tu me disais, ouais, toi, tu kiffais ce qu'il faisait. Ouais. Je suis parti. Une fois, je suis allé à des paroles et des actes à l'enregistrement. Il y avait, je crois, ce jour-là, avec Christiane Taubira, il me semble. J'ai vu Pujadas en direct, je l'ai regardé de loin. Je lui ai dit, laisse-moi observer sa technique. T'as vu? Et je l'ai observé, je l'ai vu, pas. Et dès que la caméra elle a allumé, tchou, tac. Le mec, il est là, super pro, il bégaye pas, il est carré, pose des questions. J'étais là, je l'ai regardé. Et je me suis dit, le gars est fort. Et j'ai vu sa cosmo-énergie, j'ai vu son potentiel, tu vois. Et du coup, d'autres encore, hein. T'as vu Il y a Frédéric Tadei. Les cerveaux se connectent. Ah là, il est fort. Tu vois, c'est des mecs forts, tu sais, comment ils abordent les sujets, les thèmes, comment ils arrivent à faire en sorte que les gens s'expriment, les gens exposent leur point de vue, c'est magnifique, tu vois. Moi, je suis comme Barberich, pareil, hein. Lui-même, il aime bien, on aime bien regarder les émissions de débat, tu vois. À l'époque, on n'est pas couché, ou même d'autres émissions encore, tu vois. Et voilà, moi, je me nourris que de ça. Enfin, beaucoup de ça, en tout cas. Tu vois, moi, les belles interviews, les grosses interviews, ou les interviews de gens qui ont du propos, c'est magnifique. Je peux regarder ça des jours et des jours, moi. Comment on lutte contre la désinformation? Comment toi tu fais à ton niveau? On sait que c'est devenu le plus dur pour les journalistes aujourd'hui. Il y a parfois même des journalistes qui sont dans la désinformation. Comment on fait pour pas être mélangé à la masse et lutter contre ce phénomène? Bah déjà, il faut, tout est une question de source, tu vois. Là où on va prendre nos sources, tu vois. À un moment donné, moi, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le 4e pouvoir. Et du coup, comme le dirait un oncle à son neveu qui est devenu super-héros, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Donc si, à un moment donné, tu rentres dans ce domaine qui est le journalisme ou le média et que tu désinformes les gens, mais qu'est-ce que tu es en train de faire de ton pouvoir, là? C'est de la folie totale. Donc du coup, c'est pour ça que des médias qui, à un moment donné, relaient une information via la source commune que tout le monde a, des fois, il faut vraiment faire attention à ce qu'on relaie, tu vois. Donc du coup, moi, je sais qu'à notre échelle, on investigue. Hein. Si on décide de traiter d'un thème, on va chercher dans les livres, on va chercher sur Internet, on va voir les protagonistes pour avoir vraiment la meilleure des versions et être au plus proche du vrai, quoi. Surtout dans une émission où c'est des débats. Forcément, il y a des arguments qui peuvent venir de gauche à droite. C'est ça. Il y a ce travail de sourcing, de vérification. Quelle est ta vision, toi, du journalisme aujourd'hui? Des journalistes traditionnels, on va prendre les plus gros, hein, BFM, CNews, RMC, France 24, etc. Quelle est, toi, ta vision sur eux et sur le travail qu'ils font? J'ai été à BFM il y a peu. Tu vois. Oui, on t'a vu sur BFM Paris, parce que, faut le dire, le monsieur est partout. Non, mais je suis à Massy. C'est une preuve aussi que tu grandis et qu'on peut faire ce métier sans carte de presse et que qui était tout aussi légitime que les autres. En tout cas, moi, quand je l'ai vu, je trouvais que c'était un bel accomplissement pour toi. Après, je ne suis pas toi. Du coup, est-ce que un Aboubacar peut pas remplacer un autre Aboubacar? On est homonyme déjà. Toi et moi, on est un vrai prénom, qui a une vraie signification sur le plan religieux. C'est très important. C'est vrai. Tu vois. Mais du coup, est-ce que toi, quand tu as vécu ça, tu l'as vécu comme un accomplissement ou c'était... En fait, regarde, BFM nous avait contactés il y a quelques années. Et ils avaient fait un reportage par rapport à Grigny, ville la plus pauvre de France. Donc du coup, ils étaient venus à Grigny. Voilà, j'avais été interviewé, ils avaient filmé, ci et ça. Du coup, je pense que mon nom est resté dans leur fichier, dans leur réseau. Donc du coup, il y a un autre gars qui me contacte pour une émission. Tu vois, notamment par rapport à, me semble-t-il que c'était par rapport à Naël et tout ce qui s'était passé avant. Voilà, c'est ça. Il me semble que c'était ça le thème, en tout cas la police. Donc en fait, j'étais face à des syndicats de la police. Et bon, je te cache pas qu'au début, lorsque j'ai reçu l'invitation de BFM, mon premier réflexe c'était non, j'y vais pas. Mais quelques secondes après, parce que je réfléchis assez vite, et je dis non, nous on est là en train à des moments donnés, de faire des remarques sur ces grosses chaînes, et on va rester dans notre coin lorsqu'ils nous sollicitent. Donc, vas-y, on y va. Vas-y. J'y vais, et avant ça, j'ai appelé Barberich, Aminata, j'ai appelé tous mes conseillers, tu vois, Philomène, tout ça, ils m'ont appelé, ils m'ont dit hey,
tu devrais aborder ça. Donc j'ai pris des notes. Ensuite, après, je suis parti, j'ai fait une sieste pour bien être en forme, tu vois. Et j'y suis allé, j'ai dit, vas-y, il faut y aller maintenant, tu vois. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut être... vu le thème, vu le thème qu'ils allaient traiter lors de cette émission-là, il faut être prêt. Donc du coup, lorsque j'ai vu une brèche avec lorsque l'un des gars des syndicats de la police, à un moment donné, a parlé du fait que, la formation de la police, j'ai dit, j'ai entendu, enfin, j'ai même pas entendu, j'ai lu et de sources sûres que pour rentrer, en tout cas pour le concours de la police, c'était 5/20. Donc là, j'ai fait bugger la machine, enfin, en tout cas, l'émission, tu vois. Du coup, c'était mon but. Parce que je me suis dit, si on vient là-bas, là, le principe, c'est qu'à un moment donné, on fasse un petit coup d'éclat. C'est que vous vous attendez à avoir le gars de quartier de service. Certes, hein, je comprends. Hein, je le comprends, même si je ne le cautionne pas. Mais le gars de quartier de service va essayer de faire un petit coup d'éclat, mais pas un coup d'éclat pour rien, en fait. C'est-à-dire... je suis cultivé, instruit. Et voilà, c'est venir et voilà, de manière courtoise. Voilà, exactement, de manière courtoise, vous balancez certaines vérités, le message. Et après, j'ai été une deuxième fois aussi avec le maire de Aulnay et le maire de Sarcelles. Et pareil, à un moment donné, dans mes prises de parole, j'essaie un peu de titiller un peu les gens qui sont avec moi, histoire qu'ils... sur le plan émotionnel, les mecs se disent mais qu'est-ce que vous racontez là? Moi je suis pas d'accord, c'est ce que je veux en fait, qu'il y ait du débat, plutôt qu'on soit dans une espèce qu'on soit tous consensuels comme ça, tu vois. Donc c'était mon but, de balancer des messages, et dans ma deuxième intervention sur BFM, c'était vraiment mon but là, mon message, c'était de parler des partenaires historiques que beaucoup de villes ont, notamment des partenaires historiques associatifs et autres, qui se font passer pour des grands représentants des quartiers, alors que tu les vois aucunement dans aucun quartier, et ils touchent les plus grosses subventions de la terre, et au détriment de ceux qui travaillent pour de vrai. Et c'était mon but. Que je me dis, nous on est comme Batman, hein, on accomplit notre mission et on rentre chez nous. On a notre Batcave. La mission, en tout cas, aujourd'hui, tu l'as très bien accomplie. On va finir cette émission avec juste deux petites choses. Première chose, c'est conseils pour les jeunes. Quels conseils tu pourrais donner aux jeunes d'aujourd'hui? Et deuxième chose, on finira avec un jeu, mais on commence par quel conseil toi tu peux donner aux jeunes d'aujourd'hui? Pour les jeunes des quartiers, dans un premier lieu, en tout cas pour ceux qui sont attirés par le côté obscur de la force, tu vois. Les gars, ce côté obscur, c'est qu'une perte de temps. Ça ne sert à rien du tout. Du coup, malheureusement, tu vois, moi, dans le cadre de mon travail avec mes gars avec qui on travaille dans l'insertion sociale sur Massy, on se rend compte qu'il y en a certains, malheureusement, il faut qu'ils prennent le mur. On se rend compte que tout ceci ne sert à rien, tu vois. Après, pour les jeunes de France et du monde, le monde, il est à vous. Franchement, avec toutes ces opportunités, et puis, la vie, elle est belle, en fait, tu vois. En vérité, même si, je nuance, bien sûr, il y a des guerres, il y a des malheurs, bien sûr. Mais il ne tient qu'à nous d'embellir nos vies, en vérité, tu vois. En vérité, vrai. Et on peut rendre nos vies super belles si on s'en donne les moyens et la volonté. Mais c'est réel, c'est franchement réel. C'est pas que des mots. Hein. La chose, c'est qu'il faut le faire. Il faut se lever, il faut se... Il y a cette notion de sacrifice aussi, et le goût de l'effort aussi. Il faut, à un moment donné... rentrer dans cette dynamique de faire des efforts. Si tu fais pas d'efforts, tu n'obtiendras rien, et à un moment donné, après l'effort, le réconfort. Merci pour ce message, c'est très bien passé. Dernier jeu pour finir, alors le but il est simple, je te fais des débuts de phrases et tu dois finir les phrases, par exemple, ma couleur préférée c'est le, et tu finis la phrase, c'est bon pour toi? Ok, c'est bon pour moi. Le journalisme, pour moi, c'est une mission de vie. Je trouve que les journalistes sont des super-héros pour certains. Être noir en France aujourd'hui, c'est... Là, tu poses la question, là. Ouh là là. Être en... Oh là là. Une richesse. La religion, pour moi, c'est... Une richesse. Le plus drôle quand on me reconnaît dans la rue, c'est... C'est que j'aime bien dire que tout le monde est quelqu'un et personne n'est personne. Mon sujet de prédiction, c'est... Parler de ce qui nous
fait le plus de bien et parfois de ce qui nous fait le plus de mal. CNews et BFM, ce sont pour moi des médias qui ont de lourdes responsabilités. J'aimerais dire à Barberiche que Je t'aime, mon frère. le plus excitant quand on est derrière un micro, c'est C'est de faire le fanfaron, là. Tu vois, le plus dur, dans le métier de journaliste, c'est d'arriver à intéresser et d'arriver à produire de l'originalité. le futur pour Blockout Radio, c'est Créer un empire. si je devais utiliser 3 mots pour décrire mon état d'esprit, je dirais Détermination, force et justice. mon interview du jour pour finir, elle c'est Tu m'as fait dire des choses très profondes. Donc c'est celle-ci. c'était le but en tout cas. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et merci à toi de t'être livré, surtout c'est ce qu'on cherche à travers cette émission. Juste avant de finir, au moment où on enregistre cette émission, c'est le jour d'anniversaire de Naël. Il aurait dû avoir 18 ans aujourd'hui. On a une grosse pensée pour Naël qui nous a quittés l'été dernier, tué par un policier, et pour sa maman qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Ça doit pas être facile pour elle. Donc grosse pensée pour elle. Merci à Mon Paris FM pour l'émission. Merci à vous de nous avoir écoutés, auditrices et auditeurs. Et juste avant de conclure, je donnerai la parole à Booba. Cette émission, bien évidemment, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Et bien évidemment sur monparisfm.com. Et on finit avec le mot de la fin pour Booba. J'aurais dédicacé, je connais, j'étais un rappeur, donc on fait des dédicaces, nous, dédicacer les gens à la technique. Comment s'appelle le frère Jason Linder à la technique. Voilà, c'est ça. Et Tu vas y arriver, mon frère. j'oublie le nom du caméraman. Un autre Jay à la caméra qui a accepté de nous filmer. Et la sœur là, qui est à l'accueil. C'est double Jay en fait. La sœur qui est à l'accueil et qui filme. Il y a Maëva qui Maëva, est en charge de la communication. Exactement. Et Daniel Mendy qui nous permet de faire cette émission. Et grosse pensée pour Loïc aussi, avec qui j'ai créé l'émission. Et Daniel, on se connaît depuis... Oh là 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 là, ça doit faire 30 ans maintenant, tu vois. Et du coup, je suis pas étonné de tout ce qui se passe et de l'opportunité qu'il donne à plein de jeunes ici. Et c'est un homme, un vrai homme. Et grand respect à lui. Merci. C'est vrai qu'il fait un travail énorme. Il aime pas trop qu'on le complimente à l'antenne, mais c'est vrai qu'il fait un travail énorme. Et merci à lui de nous laisser cette possibilité. Oui, parce que lui et moi, on était médiateurs à l'époque avec Ralo, tout ça. Et quand il va entendre ça, il va dire « Oh, il a dit tout ça !» Il en a connu du monde. Ah, Daniel, il a un parcours. On devrait faire une émission sur tous les gens qu'il a connus. Et sur lui-même, qui s'assoit là et qui parle. Parce que Daniel, il a une sacrée expérience. Il a une sacrée vie. Et c'est un homme bon. C'est vrai. Il n'y en a plus beaucoup, donc il faut le dire quand c'est le cas. Merci beaucoup en tout cas, et nous on se dit à très vite pour un nouvel épisode.